passée le mercredi 5 février 1896. À Cincinnati, dans la cellule du commissariat central, Scott Jackson vient d'être arrêté quelques heures plus tôt. Il appelle quelqu'un. Il veut qu'on place un gardien juste devant sa cellule. Il exige plus de protection. « Vous avez peur d'être lynché ?» demande le gardien. Jackson ne répond pas, mais il a peur. Il est agité et il ne dort pas de la nuit. Vers 2h du matin, pendant que tout le reste de la ville dort, une question bizarre lui échappe. Whaling n'a-t-il pas encore été arrêté ? C'est étrange comme question. Pourquoi Jackson s'inquiète-t-il autant pour son colocataire ? Le lieutenant sur place l'apprend et comprend tout de suite. Si Jackson pense à Whaling en pleine nuit, c'est que Whaling sait quelque chose et qu'il est susceptible de parler. Sans attendre, le lieutenant se précipite sur West 9th Street et il arrache Whaling à son lit, lui qui partageait avec Jackson sa chambre, ses secrets et peut-être bien plus. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de Scott Jackson. Les interrogatoires qui suivent sont dévastateurs. Pendant 2 heures, le maire Caldwell et un duo d'inspecteurs pressent Whaling de questions. Et petit à petit, ce jeune homme de 19 ans, qui n'a jamais eu de sang sur les mains auparavant, commence à craquer. Il leur parle d'une conversation à Noël. Jackson l'avait traîné dans un coin de la chambre et il explique. Jackson m'a dit que lui et Will Wood avaient causé des ennuis à Pearl Bryan et qu'il devait s'en débarrasser. Puis il décrit le plan. 2 solutions. La première, la tuer dans une pièce et la laisser là. La seconde, l'idée que Jackson trouvait bien meilleure, il allait la découper en morceaux et les éparpiller à différents coins de la ville. Whaling raconte aussi les achats qu'il a dû faire. Ils ont pensé à l'acide prussique pour la tuer car c'est rapide, mais la cocaïne est particulièrement mortelle aussi, et ça, Jackson le sait. Il sait exactement ce qu'il fait. Whaling continue à parler. Il raconte comment Jackson lui a montré des objets dans leur chambre sans vraiment en faire un secret. Une seringue, une bouteille contenant une poudre blanche. C'est de l'arsenic et de la cocaïne, lui avait dit Jackson en la pointant du doigt. Je vais la donner à la fille. La manière qu'il a de l'appeler la fille, alors qu'il la fréquente depuis des mois, qu'il a couché avec, qu'il l'a mise enceinte, personnellement, ça me révulse. Et puis, il y a la valise. Le mercredi précédant le meurtre, Jackson revient tard dans la nuit avec une valise qu'il n'avait jamais eue avant. Whaling est censé dormir, mais il le voit l'ouvrir dans la semi-obscurité de la chambre. Jackson regarde à l'intérieur et murmure presque pour lui-même « Tu es magnifique, vraiment ». Whaling ne comprend pas ce qu'il veut dire. Peut-être que c'est la valise qu'il admire, ou peut-être qu'il s'entraîne pour plus tard. Le vendredi, jour du crime, Jackson appelle son colocataire depuis le restaurant Hader's. Il lui dit simplement « Va à Fountain Square et attends mon retour avec la fille. Je ne serai pas absent plus de 10 ou 15 minutes. » 10 ou 15 minutes, c'est tout ce qu'il demande pour tuer une femme et la découper. Quand Whaling raconte ça aux enquêteurs, on lui demande ce qu'il pense que Jackson a fait de la tête. Il répond « À mon avis, il l'a enterrée quelque part dans le quartier. » Pourquoi le quartier ? Eh bien parce que le lundi après le crime, Jackson est revenu avec une valise, 7 valises, la même que celle du mercredi. Quand Whaling lui propose de l'accompagner, Jackson refuse net. « Non, tu ne viens pas, je dois y aller seul. » Il s'en va avec la valise et quand il revient, elle est vide. L'enquête des détectives le confirmera plus tard. Cette valise tachée de sang, Jackson l'a traînée derrière lui après le crime. Un dernier détail horrible. Jackson dicte à Whaling une lettre adressée au cousin de Pearl, Will Wood. Une lettre qui demande expressément à Wood de monter de toutes pièces une missive, comme si elle était expédiée par Pearl elle-même. Il faut y prétendre qu'elle est à Chicago, qu'elle a trouvé du travail quelque part et dire à sa mère de ne pas trop s'inquiéter. Jackson veut que les parents de Pearl ignorent la mort de leur fille aussi longtemps que possible. Il veut gagner du temps. Dès que Whaling termine ses aveux, Jackson, dans sa cellule, devant la tête du gardien satisfait, comprend que son complice balance. Il comprend que tout s'écroule et il change de stratégie immédiatement. Il appelle le chef de la police et lui dit « Whaling a tout fait. Je ne sais rien, c'est lui le coupable. » Ça ne vous rappelle rien, le gars est le champion pour se dédouaner, faire inculper les autres et ressortir libre. Mais pas cette fois.
Pendant ce temps, le cousin de Pearl, Will Wood, arrive de South Bend, menottes au poignet. Il est interrogé le jeudi soir vers 23h30. C'est un spectacle étrange de le voir là, ce jeune homme si honnête, si gentil, entouré par son père et son oncle qui sanglotent de honte. Il explique que bien connaître Pearl, ça c'est logique, elle était sa cousine au second degré. Il reconnaît aussi qu'elle a été trahie par Jackson. Il avoue avoir reçu une lettre en janvier où Jackson lui demandait d'aider à résoudre le problème de Pearl. Il explique que Jackson avait bien suggéré une opération, mais qu'il n'a jamais mentionné qu'elle était criminelle et non médicale. Mais il nie avoir été au courant des détails. Il dit que c'est Jackson qui a tout orchestré. Il dit aussi que lui, Wood, voulait juste aider sa cousine. Bah voyons. Il répond même à la question du chef « Quel arrangement Jackson a-t-il proposé ?» par « Il a dit qu'il avait trouvé une chambre à Cincinnati et qu'elle serait prise en charge par une vieille femme. Il a dit que l'opération serait réalisée par un médecin et un chimiste expérimenté. » Voilà ce que Jackson a dit à Wood pour le rassurer et pour lui faire croire que tout se passerait bien. Pearl serait prise en charge, elle ne connaîtrait pas la honte d'être une fille-mère et tout le monde retournerait à sa petite vie. Les jours passent, les journaux titrent en gros caractères « Le procès du siècle ». C'est comme ça qu'on l'appelle déjà. Mais vous avez l'habitude avec la presse, surtout dans ces années-là, chaque affaire de meurtre, c'est le procès du siècle, jusqu'au prochain. Et puis vient la question que tout le monde se pose, qui va payer pour ça ? Pour la mort de cette jeune fille qui n'avait rien demandé à personne et encore toute la vie devant elle. Le grand jury du comté de Campbell se réunit à Newport. Jackson et Wailing sont officiellement inculpés pour le meurtre de Pearl Bryan. Le crime, selon l'acte d'accusation, a bien eu lieu près de Fort Thomas, dans le Kentucky. Vous le savez déjà, mais c'est important parce que ça veut dire que c'est un tribunal du Kentucky qui va juger l'affaire et pas un tribunal de l'Ohio. Le shérif Plummer, qui a investigué dès le début de cette affaire, fait des pieds et des mains pour obtenir du gouverneur que le dossier soit bien confié au tribunal du Kentucky. Peut-être pour être certain de garder la main sur ce qu'il va advenir de ces deux meurtriers. Mais en tout cas, les documents sont signés et le dossier est bien transféré. Le procès de Scott Jackson débute le 21 avril 1896, presque 3 mois après le meurtre. La salle d'audience est bondée. Les parents de Pearl sont là, dévastés, vous vous en doutez. Les avocats rivalisent de coups de théâtre et de gesticulations et les témoins défilent. Il y a le détective qui raconte les aveux de Wailing, il y a le médecin qui décrit l'autopsie et la présence du fœtus. Il y a Will Wood qui, à la barre des témoins, ne peut s'empêcher de pleurer quand on lui montre les vêtements de Pearl. Il y a le garde qui raconte la nuit passée auprès de Jackson, cette fameuse nuit où il a eu si peur du lynchage. Et puis, il y a les avocats de Jackson. Ils essaient de semer le doute. Ils demandent « Où est la tête ? Comment savoir que c'est Pearl ? Comment prouver que c'est Jackson qui a tué et pas Wailing ?» Évidemment, toutes ces questions peuvent troubler parce qu'on n'a pas de réponse. C'est vrai, comment être certain que c'est elle, même si tout colle ? Et qu'est-ce qui nous prouve que le colocataire, sous ses airs d'ange un peu simplets, n'est pas capable de décapiter une femme ? Mais les preuves s'accumulent contre Jackson. Les égratignures sur son bras sont notées dans le dossier. Le sang sur certains de ses vêtements aussi. Cette seringue retrouvée dans leur chambre aussi. La lettre que Jackson a écrite à Wood pour forger un faux message de Pearl, l'accusation l'a également en sa possession. Le procès dure 3 semaines. Le 14 mai, le jury revient avec son verdict. Coupable de meurtre au 1er degré. Jackson reste de marbre. Aucune expression, aucune émotion. C'est comme s'il regardait quelque chose très loin, quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Le procès de Wailing suit et commence lui le 26 mai. C'est bien plus court et bien plus direct. Wailing confesse déjà tout. Il a déjà parlé aux policiers. Il sait qu'il n'a pas d'autre échappatoire de toute façon. Le jury revient rapidement et finalement, c'est la même chose pour lui. Coupable de meurtre au 1er degré. Et oui, même si ce n'est pas forcément lui qui a découpé le joli visage de Pearl Bryan, il trempe trop dans cette histoire pour qu'il en soit autrement. Mais Wailing, contrairement à Jackson, il pleure beaucoup.
Il demande pardon, il dit qu'il ne savait pas, qu'il n'a rien compris à ce qui se jouait, qu'il était sous l'emprise de Jackson. Bref, il joue un peu le benêt, quoi. C'est peut-être vrai, ou pas. Peut-être que ce simple étudiant en dentisterie n'a jamais vraiment eu le choix que de faire ce que son coloc exigeait. Et Will Wood dans tout ça? Eh bien, Will Wood n'est jamais inculpé. Oh, on lui reproche d'avoir été complice, ça oui, d'avoir su quelque part ce qui allait se tramer, d'avoir même facilité les communications entre Jackson et sa cousine, d'avoir accompagné Pearl à la gare en sachant qu'elle prenait des risques, mais techniquement, c'est Jackson et Wailing qui ont commis le crime. Wood, lui, avait des intentions honorables, ou du moins, c'est ce qu'il dit. Il voulait aider sa cousine, il voulait lui épargner la honte, et basta. Mais le coût pour lui est énorme quand même. Toute sa vie, il va porter ce poids, cet homme qui a tué sa cousine, peut-être malgré lui. Les mois passent, l'été arrive et les deux hommes attendent leur exécution. Et partout en Amérique, on parle d'eux désormais. Des journaux publient des lithographies, des auteurs écrivent des ballades, et un certain Vernon Dallart enregistrera même une chanson intitulée très sobrement Pearl Bryan. Mais à Newport, c'est différent. La ville entière attend. Les amis de Pearl sont nombreux. Les parents Bryan ont du pouvoir dans le secteur. Et il y a une soif de justice, oui, mais aussi une soif de vengeance contre ces deux hommes à qui on a donné toute confiance et qui l'ont trahi. Les menaces de lynchage public deviennent de plus en plus sérieuses. Peut-être que Jackson avait raison d'avoir peur finalement. Le 20 mars 1897, un an après la découverte du corps, Jackson et Wailing sont menés à la potence, derrière le palais de justice du comté de Campbell, sur York Street. C'est encore tôt le matin, comme souvent pour les exécutions, mais déjà il y a une foule énorme. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées. Tout le quartier s'est vidé pour assister à la pendaison. Jackson marche d'un pas régulier, pas de tremblement, pas de prière, juste ce masque lisse, ce visage angélique que tout le monde connaît déjà. Wailing, lui, est presque porté par les gardiens, tant ses jambes se dérobent sous lui. Les deux hommes montent sur la potence. Le bourreau place les nœuds autour de leur cou. Il y a un silence de mort avant l'heure. Même la foule retient son souffle. Et puis, la trappe s'ouvre. Mais quelque chose se passe mal. Les deux hommes ne meurent pas immédiatement. C'est fort, mais Jackson et Wailing survivent tous les deux à la chute censée leur briser la nuque. Pendant quelques minutes qui doivent sembler une éternité, ils se débattent au bout de la corde, étouffés lentement. La foule regarde ce spectacle inhabituel, horrifiée. C'est finalement une mise à mort lente, cruelle. Après quelques minutes qui paraissent interminables à tout le monde, deux gardiens montent finalement sur la potence et les étranglent manuellement pour en finir une bonne fois pour toutes. On n'a jamais vu ça. Après l'exécution, après que Jackson et Wailing aient rendu enfin leur dernier souffle, on démantèle la potence. Elle est abattue, découpée, on décide que plus jamais on ne pendra quelqu'un à Newport. Jackson et Wailing seront les derniers. C'est comme si la ville voulait oublier, comme si, en détruisant la potence, on pouvait détruire le souvenir. Mais le souvenir persiste. Pearl Bryan est vengé, ou du moins c'est ce que les gens croient. Mais il y a une anecdote que j'aimerais vous raconter pour finir. 17 ans plus tard, nous sommes en 1913. À Los Angeles, la police arrête un homme pour avoir déposé un faux chèque. Il s'appelle Simon Elphinstein. Et pendant son interrogatoire, il confesse quelque chose de terrible. Il dit qu'il a commis 8 assassinats. 8. Et l'un d'entre eux, eh bien, ce serait le meurtre de Pearl Bryan. La nouvelle se répand très rapidement dans les médias. A-t-on, en 1897, pendu 2 innocents pour rien ? Les enquêteurs du Kentucky se mettent à enquêter sur ce Simon Elphinstein. Mais plus on creuse, plus le doute s'installe. Elphinstein dit beaucoup de choses, un peu trop peut-être. Mais il n'y a rien pour prouver ce qu'il raconte. Pas de confession solide, pas d'aveu confirmé, rien, nada. Alors l'histoire d'Elphinstein est rapidement discréditée et enterrée. Les autorités du Kentucky maintiennent que Jackson et Wailing sont les vrais coupables. Qu'Elphinstein cherche juste de l'attention, bien trop d'années après les faits.
Et que de toute manière, l'enquête a été bien menée, il y avait bien trop de preuves contre les 2 colocataires de Cincinnati. Le corps sans tête de Pearl Bryan a été enterré dans la concession familiale au cimetière Forest Hill de Greencastle. Le cimetière a reçu beaucoup de visiteurs et pas mal sont là pour venir voir le tombeau de Pearl Bryan. Je vous dis, cette histoire est très très connue aux États-Unis. Et parfois, ils y laissaient des petites pièces, des pièces de monnaie frappées d'un visage intact. Comme si ces visiteurs voulaient quelque part lui rendre un visage. Comme si en laissant une pièce, ils lui rendaient son humanité et sa dignité. Au fil du temps, une légende s'est construite autour de Pearl. Certains disaient qu'elle hantait Fort Thomas, que son fantôme errait près du verger abandonné où on avait trouvé son corps. Au XXe siècle, quand un nightclub appelé le Music World a ouvert à Wilder, tout près du lieu du crime, les rumeurs se sont intensifiées. Pearl Bryan entrait le Music World. Si vous y allez, vous pourriez, dit-on, l'entendre danser au travers des murs et vous sentiriez partout sa présence. C'est la fin de cette trilogie consacrée à Scott Jackson, mais surtout à Pearl Bryan. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci également à tous ceux qui soutiennent le podcast sur Patreon pour m'aider à le développer. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour déterrer ensemble un nouveau crime oublié.